Aujourd'hui, nous, on fait 4 millions de chiffre d'affaires. On a 80 salariés et on ne vit pas comme des riches. Et on est tous Hmm. les jours au boulot. Il y a énormément, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de marchés. La formation, c'est ça en France, la formation, il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. C'est un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment, nous, on défend une cause. À toutes les réunions, on leur dit. On défend vraiment la cause de l'alternance. C'est comment mieux l'accompagner, les difficultés qu'il a, le suivi, tout ce qui n'existe pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut créer. Donc, si je mélange mes BTS nationaux, où j'ai 50% de taux de réussite, mes bachelors et mes masters, ben, je vais monter à 70, à 80, à 90. Donc, c'est pour ça qu'il faut différencier toutes les formations comme les BTS et les formations comme les bachelors et les masters. Pourquoi ? Parce qu'on va être beaucoup plus haut sur les bachelors et les masters, parce qu'on fait passer nos étudiants, mais c'est normal, c'est financier. Je comprends les centres de formation qui font ça, parce que mon étudiant, s'il a son bachelor, ben, il prend 2 ans de plus après chez moi, en master. Et donc, je le fais poursuivre. À 24 ans, Hugo Martin a construit ce que beaucoup d'entrepreneurs mettent 10 ans à structurer, un réseau de 19 centres de formation, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et une ambition nationale dans l'alternance. Mais le vrai sujet, c'est pas seulement la croissance. Le vrai sujet, c'est le modèle. Pas de levée de fonds, peu de charges fixes au départ, des formateurs indépendants, des salles louées au mois et une expansion ville par ville. Et c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Bienvenue, Hugo. Bonjour. Alors, Hugo, on va évoquer, et c'est ma première question, comment tu fais pour passer de « je veux mieux accompagner les étudiants » à « je pilote une boîte de plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans, à 24 ans, et sans exploser en vol ». Avec l'expérience, honnêtement, on est parti avec du coup mon associé Axel. On est parti d'une expérience qu'on a vécue. Donc le but et l'idée, c'était de faire par les alternants pour les alternants. Et en fait, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on a aujourd'hui en termes de nombre d'étudiants, de nombre de collaborateurs, parce que maintenant on est à 80 collaborateurs. Ça paraît énorme sur le papier, mais la réalité, c'est qu'en fait, on a 19 petits directeurs dans des petits centres avec un système. Et au-delà d'un système, c'est vraiment c'est une idée en fait qu'on défend, avec vraiment l'accompagnement des étudiants qu'on veut mettre vraiment au cœur du sujet. Et on travaille au quotidien pour améliorer ça plutôt que de vraiment grossir en fait. C'est quoi le problème justement que tu as vu sur le marché? Parce que là, on disait je veux mieux accompagner les étudiants, mais il y a déjà des écoles publiques, des écoles privées. Il y a déjà en fait un système qui est en place. C'est quoi le pain point que tu as vu où tu te dis là, il y a quelque chose à faire? Vous le savez, des entrepreneurs, je l'interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier. C'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grand format. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois, les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être plus efficaces. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Donc nous déjà, c'est que à l'alternance. Donc c'est que sur le système de l'alternance et sur des formations type commercial managérial. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, parce qu'on l'a fait, moi je sors d'un BTS MCO. Aujourd'hui, je dispense un BTS MCO. Donc c'est plutôt commercial. Voilà, MCO. c'est ça. Et par rapport à cette formation-là, par rapport à ce type de formation-là, ce qu'on voit, c'est qu'il est dur pour un étudiant en sortant du lycée d'aller chercher ou décrocher une alternance. Il y a des étudiants qui n'en ont pas besoin. Ça, c'est pas notre cible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont bien développés et qui savent vraiment comment atteindre leur projet parce qu'ils ont de l'accompagnement autre que le lycée, avec les parents, avec plein de choses. Et sauf que la réalité, c'est qu'il n'y a pas tous les étudiants qui ont cette chance-là.
Et on voyait beaucoup, donc que ce soit mon associé, parce que lui, il était dans une école de commerce, il a fait la première année en alternance, et il a mis, je crois, 6 mois à trouver sa première entreprise. Ah oui. Et le discours, en fait, c'est vraiment, c'est une fois que tu as trouvé ton alternance, tu intègres l'école. Et sauf que ça, c'est inaudible, parce qu'on prépare à une formation commerce. Donc, comment on peut savoir se vendre si on n'a pas appris à vendre? Et en fait, c'est un peu c'est ce que tu es censé apprendre. Ouais, c'est ça. C'est un peu le paradoxe, en fait. Et on s'est dit, mais on peut clairement faire quelque chose. Bouffer le marché, c'est impossible. Parce qu'il y a des gens qui sont là, des centres de formation qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui sont beaucoup plus gros. Mais s'insérer à 19 centres de formation en France et là, aujourd'hui, on a 850 étudiants à peu près. L'objectif, c'est 1005 dans 3-4 mois. Ben, c'est ça. Mais si on peut accompagner 1500 étudiants, c'est déjà très bien. Et l'objectif, en fait, c'est ça. C'est de chaque année augmenter et de trouver de plus en plus d'étudiants à accompagner qui ont besoin réellement d'accompagnement, que ce soit pour la recherche d'alternance, pour le suivi, il y a aussi le perso qui rentre en compte, parce que quand on est étudiant, qu'on arrive dans une ville, on n'a pas d'amis. Si on n'a pas de famille, même si on est aidé financièrement par sa famille, ben, la réalité, c'est qu'on est tout seul. Et si on n'arrive pas à créer ou qu'on n'a pas d'attache sportive, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Le travail, donc l'alternance. Donc, on a intérêt à avoir des bons managers et des bons collègues et aimer ce qu'on fait un petit peu. Et derrière, le centre de formation. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer Souvent, c'est ce que je dis ces 2 dernières semaines en réunion, c'est que j'ai envie de créer dans les 19 villes dans lesquelles on est, comme un havre de paix, en fait, sur un centre de formation. Et l'objectif, c'est, quand un étudiant rentre chez nous dans un centre de formation, qu'il intègre nos formations plutôt, on va vraiment lui donner la possibilité de, même après son travail, s'il finit à 17h, même s'il ne travaille pas, il peut venir au centre de formation, discuter, échanger, boire un café, parce qu'il s'y sent bien, et non pas comme la vision qu'ils ont avec le lycée, avec ce qu'ils ont connu avant avec l'IUT, qui est impersonnel. Le but, c'est vraiment de créer en fait ça. Et comment tu crées justement cette différence? Tu as des personnes qui animent le quotidien. Enfin, comment tu fais pour créer finalement une sorte de... Ce que j'entends à demi-mot, c'est plutôt un petit village ou une petite ville, ou en tout cas une communauté. Comment tu fais pour créer ça? Tu véhicules les valeurs. C'est que avec les valeurs. C'est-à-dire que c'est quand nous, on embauche un directeur ou une directrice de centre, on lui fait clairement comprendre que c'est une aventure entrepreneuriale avec juste la garantie d'avoir un salaire. Au début, on va pas beaucoup gagner parce que au début, on touche pas forcément de fonds parce qu'on n'a pas encore d'étudiants. On va travailler pour qu'un certain nombre ait des étudiants. Et en fait, souvent, la personne qui reste de janvier à septembre, elle s'est battue, elle travaille toute seule. Elle a trouvé ses locaux, elle a trouvé ses formateurs, elle a fait ses premiers entretiens étudiants, elle a déniché ou trouvé ses premières offres d'emploi, elle a créé ce lien en fait entre en fait je peux créer énormément de valeur et impacter énormément de gens en un étudiant et une entreprise. Donc toi, ton modèle en fait, c'est tu as une forte saisonnalité parce que tu es basé de septembre à septembre, donc sur les années universitaires. Et donc quand tu ouvres un centre de formation de janvier à septembre, la personne, le directeur dont tu parles, il a le challenge de remplir la promo et de trouver donc les étudiants, les entreprises qui vont en face. Et les intervenants aussi ou pas? Et les formateurs aussi. D'accord. Oui, donc en fait, c'est de l'entrepreneuriat, quoi. Complètement. Avec juste la garantie d'avoir tant de salaires par mois, les frais qui sont couverts et aucun investissement financier. Et il doit trouver les locaux aussi? Ouais, les locaux. D'accord. On l'aide. En fait, c'est du clé en main dans le sens où on lui dit la taille, pourquoi, les habilitations, tout ce qui va être de l'aspect légal d'un centre de formation. Mais s'il a envie de se mettre au 2e ou au 3e étage, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça en fait, c'est grâce à ça. En fait, c'est notre fonctionnement qui va que ce soit les étudiants, les directeurs, les formateurs, la façon dont on a envie de créer quelque chose, c'est par les valeurs. Et bizarrement, ça marche bien par les valeurs. Et ils ont quoi justement comme profil, ces directeurs? Comment tu les trouves? Parce qu'ils sont essentiels pour la suite. Je veux dire, s'ils ne remplissent pas ta promo, le centre de formation local, il n'est pas rentable. Comment on les trouve? Quand on les trouve, parce que c'est dur à trouver. L'objectif, en fait, quand on travaille sur le recrutement avec Axel, du coup, lui, il va avoir vraiment le volet objectif parce qu'il les suit à 200%. Et c'est lui qui les fait monter en compétences, qui implémente des logiciels, des outils pour l'amélioration du projet ou l'atteinte des objectifs. Et donc, lui, il va être vraiment sur la capacité
de travail et comment évaluer la personne sans qu'elle travaille. Donc, juste avec ses dires, avec ses expériences, avec des petits tests, avec des situations, des cas. Et moi, je regarde surtout la personnalité de la personne. Donc, est-ce que dans certains cas, elle va réussir à se projeter avec un étudiant? Parce que poser une question simple, c'est comment vous pouvez si je te pose la question de comment tu as envie d'accompagner un étudiant, ou tu as un étudiant qui arrive en face de toi, comment tu l'accompagnes, ben, ça va en dire long si tu vas pouvoir tenir déjà de janvier à septembre, si tu vas être derrière lui, si tu vas oser sortir de ton bureau et l'accompagner pendant 4 heures de temps sur le terrain, parce qu'il faut le coacher, parce qu'en sortant d'une boutique, il faut dire alors comment c'est passé. Et en fait, c'est de la personnalisation. Et au début de la première année, nos directeurs, nos plus jeunes, nos alternants qui travaillent pour nous, vraiment font de l'accompagnement des étudiants. C'est-à-dire qu'ils prennent l'étudiant pendant 4 heures, ils vont faire de la prospection devant les boutiques. Ok. Voilà. Et c'est ça, en fait. Et tu as vu parce que dans les 19 directeurs que tu as, ouais. Est-ce qu'ils ont déjà tous, est-ce que c'est un critère, ils ont déjà tous travaillé dans la formation ou dans l'éducation? Non. Est-ce que non? Voilà, comment tu les sélectionnes? Hormis les tests que tu fais lors de l'entretien. Honnêtement, c'est les valeurs de l'alternance, qu'ils ont une appétence pour l'alternance. C'est est-ce qu'ils en ont déjà fait? Si oui, quelle expérience, quel point positif ils ont retenu, quel point négatif ils ont retenu? Est-ce qu'ils ont décelé ou ressenti ce manque d'accompagnement? S'ils nous parlent d'alternance, que c'est génial, que dans tel centre de formation contre qui on se bat, pour justement dire non, on ne fait pas la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'accompagnement. Ils nous disent que c'était génial. Ça ne peut pas coller parce qu'on n'a pas eu la même expérience. C'est vraiment... Il y a l'expérience, mais il y a aussi le cœur, la personnalité et ce qu'ils font au quotidien. Parce qu'un manager de boutique qui a eu des alternants, même si lui, il n'a pas fait d'alternance, il peut être confronté à ce manque d'accompagnement-là. Donc, il va vouloir se projeter et essayer de changer un peu les codes en travaillant chez nous et plus du côté employeur-tuteur. Ça peut y avoir des visions comme ça. Ok. Les formations du coup que vous proposez, tu as dit donc plutôt commerciales. Ouais. Est-ce que vous avez des certifications, des habilitations, des accréditations? Comment ça se passe pour pouvoir proposer une formation, ouvrir une formation? Celle qu'on propose, nous, ça a autant de valeur que le bac. D'accord. Donc, en fait, c'est un diplôme qui est reconnu, mais reconnu et valorisé. Parce qu'on peut faire un titre, c'est quelque chose, un bac plus 3, un master, c'est quelque chose qui est reconnu et qui peut se vendre. La réalité, c'est qu'un BTS, c'est comme un bac. Donc, c'est bac plus 2, donc c'est des habilitations ministérielles. C'est l'État qui, pour faire simple, qui nous donne le sujet. C'est pas nous qui, en contrôle continu, évaluons nos étudiants. Et ok, bon, c'est bon, bac plus 3, on valide. Bac plus 5, on valide. Non, on prépare pendant 2 ans nos étudiants. Et à la fin des 2 ans, ils ont des convocations. D'accord. Voilà, étatiques en fait, comme au bac, avec ses heures de passage, etc. Des lycées, du coup, la plupart du temps, ils sont publics, ils passent leur BTS dans les lycées publics. D'accord. Et donc c'est pour obtenir un BTS commercial. C'est ça. Nous, c'est BTS qu'on fait essentiellement. Donc les 3, GPME, NDRC, MCO. L'ancien MUC, l'ancien NRC et GPME, je ne sais plus ce que c'était. Mais donc, nous, c'est les habilitations spécifiques. On doit répondre à des critères d'heures. Il y a beaucoup plus d'heures. Par exemple, sur un bachelor, on va être à 450 heures à peu près l'année. Un BTS, on est à 650. Donc, 150 heures de plus en formation plutôt qu'en entreprise. Il y a plein de choses avec Alliope, il y a plein de choses avec... mais ça, c'est pour toutes les formations. C'est pas spécifique à... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour aussi montrer que c'est pas si simple que ça d'ouvrir un centre de formation, parce que derrière, il faut respecter tout un tas de critères, il y a des cases à cocher. Et donc, de janvier à septembre, c'est intense. Ouais, c'est ça. Après, nous, en fait, le modèle qu'on a, on a les habilitations pour tout le groupe. D'accord. Donc, même si on ajoute des centres de formation, ça ne change pas. Tu n'es pas obligé de l'avoir pour chaque centre. En fait, on fait la demande quand même de dire, bon, au début, donc on a une habilitation, on est un site. Et après, on est multi-sites surtout. Mais à chaque fois qu'on ajoute un établissement, il faut quand même qu'on repasse l'habilitation. D'accord. Mais c'est les mêmes, vu qu'on fait... Le but, c'est d'uniformiser, en fait, notre formation, nos process. Connaissez, donc c'est ça. Mais en fait, c'est plus au début, sur la création d'entreprise, où c'est dur.
Parce Ouais. qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas de ChatGPT. Ou alors, on ne Ouais. le connaissait pas. Mmh. Et donc, du coup, c'est là où on a vraiment eu du mal, parce que la formation, c'est secret. Mmh mh. C'est tabou, surtout sur de l'enseignement comme ça. On peut faire de la formation professionnelle où on ouvre une formation, je la mets sur un CPF, je la vends, je la commercialise. Même Mmh. sans CPF, Mmh. je peux te vendre une formation. Ouais. Mais là, comme c'est avec l'État, avec les OPCO, avec les financements publics, avec les taxes de l'apprentissage, c'est euh, c'est c'est pas infaisable vu qu'on l'a fait, mais Mmh. c'est pas évident à trouver, quoi. OK. Ça, c'est sûr. OK et donc toi, tu as des critères à respecter de nombre Oui. d'heures, et de certains enseignements, j'imagine. Trouver les professeurs, c'est simple ça? Comment tu fais? Il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup parce que déjà, de un, ça paye bien à l'heure. Ouais, En moyenne, un formateur, on est entre 40 et 60 euros de l'heure en d'accord. indépendant. Donc, déjà, En brut? ils sont auto-entrepreneurs. Donc c'est Donc, en facture? OK. voilà, donc c'est en Mmh. facture. D'ailleurs, Mmh. s'ils sont en société, ils vont être un peu plus imposés que s'ils Mmh. sont auto-entrepreneurs. Mais dans l'idée, c'est facile à trouver. Pourquoi? Parce que, ben, on va prendre le BTS MCO. Euh, Matière, management. Deuxième matière, DRCVC. C'est quoi? C'est développer la relation client. On a une autre matière, ad hoc, animer et dynamiser l'offre commerciale. Ok. Ensuite, culture G, facile. Anglais, Mmh. là, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Ah ouais? Et Tu oui, galères parce que plus? les gens qui parlent bien anglais et qui ont des appétences commerciales, c'est pas Mmh. évident à trouver. Mmh. Notamment à Tarbes, par exemple, on a un centre de formation dans le Mmh. 65, où on est à 50 000 habitants. Mmh. Parler anglais déjà, trouver un formateur d'anglais, c'est compliqué. Alors en plus, des appétences commerciales pour un peu titiller les étudiants sur les études de cas et vraiment mettre du lien avec ce qu'ils voient en entreprise, c'est un peu plus compliqué. Mais la réalité, c'est que ces formations-là, en fait, c'est les métiers du quotidien, c'est les Bien métiers de sûr. tous les jours. Mmh. Aujourd'hui, faire la pub d'un podcast et travailler sur un podcast, c'est de la doc. Mmh. Donc tu pourrais facilement intervenir, par exemple, chez nous. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est facile à trouver. Mais après, c'est toujours pareil, c'est créer un engouement pour réussir à avoir des formateurs qui sont fidèles, qui sont intégrés, qui comptent pas leurs heures, même s'ils facturent à l'heure, Mmh. où vraiment, le but, c'est d'apprendre. En fait, le but, c'est vraiment d'apprendre et de partager de la valeur à un Mmh. étudiant. Si c'est juste pour lire le cours, ils peuvent le faire chez eux, quoi. Et est-ce que tu as des objectifs aussi de taux d'étudiants diplômés, par exemple? Taux de réussite, on Ouais. appelle ça. Non, j'ai pas d'objectif. Après, je pense que si on Mais a pour 15%, l'État va venir nous voir ou l'académie, ils vont nous et puis même poser des pour toi, pour questions. trouver des nouveaux étudiants ou des professeurs, si tu dis, on a que 15 de taux de réussite, bon. C'est ça. En fait, il y a 2 choses. Le taux de réussite, il est hyper important, mais il est il est vraiment, il est subjectif, comme il l'est présenté aujourd'hui. Parce que si j'ouvre une formation en bachelor ou en master, c'est moi qui est diplômé, qui met 10 sur 20 à mon étudiant pour Mmh. pour qu'il ait le bachelor ou le master. Mmh. Donc, si je mélange mes BTS nationaux, où j'ai 50% de taux de réussite, mes bachelors et mes masters, je vais monter à 70, à Mmh. 80, à 90. Mmh. Donc, c'est pour ça que faut différencier toutes les formations comme les BTS et les formations comme les bachelors et les masters. Pourquoi? Mmh. Parce que on va être beaucoup plus haut sur des bachelors et des masters parce que on fait passer nos étudiants, mais c'est normal, c'est financier. Je comprends les centres de Oui. formation qui font ça. Parce que mon étudiant, s'il a son bachelor, il prend 2 ans de plus après chez moi, Mmh. en master. Et donc, je le fais poursuivre. Mais en BTS, nous, on n'a pas le En fait, choix. c'est que tu as la main parce que c'est toi qui analyse finalement. En fait, tu es jugé parti dans un certain sens, c'est ça que tu dis, C'est ça. parce que tu les as formés et à la fin, c'est toi qui les évalues aussi. Ton formateur, c'est toi qui lui donne du boulot. Donc, je comprends qu'il y ait des formateurs qui ont un peu la pression, en tout cas, de peut-être de mettre un devoir complémentaire pour rattraper l'étudiant, pour que l'étudiant se Mmh. rattrape Mmh. à la fin de l'année. OK, alors que toi, en tout cas dans ton système, c'est l'État qui à la fin va Comme le dire: bac. «Est-ce que pendant les 2 ans, ils ont bien été préparés ou pas?» Complètement. Est-ce qu'ils OK. ont bien été préparés? Est-ce qu'ils ont bûché? Et après, c'est important dans tous Mmh. les cas. Mais aujourd'hui, sur un centre de formation, il faut être en moyenne, si on a 19 centres de formation, là, on n'a pas eu des diplômes partout. Donc, Mmh. mais dans l'idée, il faudrait être entre 70 et 90% de Mmh. taux de réussite. Donc, il est quand même haut. Mais tout ce qu'on voit, les 95%, 97, Mmh. 92, faut regarder au détail Ouais, ouais. réellement ce que OK, c'est. non, mais c'est intéressant d'avoir, Ouais. d'avoir ton regard sur ça. OK, donc on a parlé des formateurs, on a parlé des formations, donc que commercial. Pourquoi que commercial? Parce que c'est ce qu'on sait faire, Ouais. que le BTS-MCO, il est vraiment demandé en France, donc par les boutiques sur de l'apprentissage et par les étudiants. C'est un Là, métier d'avenir, le commercial? ouais, je pense. Je pense parce que métier d'avenir, en tout cas, comme on le fait nous.
parce que tout ce qui va être ingénierie commerciale, etc., avec les outils qui sont plus intelligents qu'un être humain, si je leur mets la data des cours, plus l'intelligence de l'IA, je ne sais pas si ça peut durer. Mais pour commercialiser ou en tout cas délivrer quelque chose, un produit, un service ou juste du pain, pour l'instant, on n'arrive pas à faire du aussi bon pain en boulangerie qu'avec un distributeur. Donc, c'est qu'il y a encore de la demande et encore pendant longtemps, comme dans les supermarchés, la grande distribution, sur acheter une voiture. Acheter une voiture sur Internet, c'est rare. Sauf sur des gros modèles. Ça se fait, hein, sur certains modèles ça américains. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut de la relation client. On est dans des coworking, des fois, sur la première année, lors d'une ouverture d'un centre de formation. Avoir un lien avec la personne qui travaille à l'accueil, c'est de la relation commerciale. C'est pas juste, on prend un bureau, c'est 600 € par mois et merci, au revoir. Non. Quand tu dis coworking, c'est pour le directeur au départ, c'est pas le pour directeur au départ, mais ça, nous, la première année, quand on a ouvert, on était dans un coworking. Donc, on avait des bureaux et on louait les salles de classe. Ah, donc ton premier centre de formation était dans un coworking. Ok. Ouais. D'accord. On devait être dans un centre d'affaires, on s'est fait planter 15 jours avant la rentrée. Ok. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Même aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de ces gens-là. Et coup de chance, on tombe sur un coworking qui est allé ouvrir. Je crois qu'il a ouvert 3 jours avant la rentrée. Et c'est une personne qui connaissait des gens de Tarbes. Avec Axel, on est originaire de Tarbes. Donc, coup de chance, on se met avec. Et du coup, on louait spontanément du coup, la salle de formation, vu qu'on avait une classe. Et on était sur un système de 3 semaines, 1 semaine. Donc, 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc, ça a baissé nos frais. Ça nous a aidé dans la trésorerie. À 400 € la journée de cours, dans tous les cas, ça augmente. À la fin de l'année. On fait un peu moi, c'était condensé, tu as loué une semaine. C'est ça, complètement. Et c'est comme ça qu'on a ouvert, complètement. Comment tu choisis les villes? Tu as parlé de Tarbes tout à l'heure, 50 000 habitants. Mais j'imagine que tu dois avoir une zone de chalandise où il y a assez d'étudiants potentiels. Comment tu fais? Je vais dire quelque chose de bête, mais 50 000 habitants, j'ouvre à Tarbes, je peux ouvrir partout. Ouais. Ok. Aujourd'hui, là, on a 19 centres. Ça paraît beaucoup dans l'idée, mais quand on regarde les gros groupes, ils ont bien plus que 19 centres, dans bien plus que 19 villes, et ils fonctionnent très bien. Parce que nous, on est indépendants et qu'on n'a que un centre de formation, donc FASUP, mais on va prendre du service, un des plus gros, il y a Pigier, il y a tout le monde dedans. Donc, ils en ont 7 d'une marque dans différentes villes, etc., etc. Et nous, aujourd'hui, on est loin de la taille critique. On est partout à plus de 100 000, à peu près, habitants. Donc ça, tu as regardé combien il y a de villes de plus de 100 000 habitants en France? Je regarde nos concurrents. Dès qu'il y a un concurrent, je m'implante. Ok. Les plus gros, ceux qui sont vraiment concurrents directs sur les formations. Encore une fois, pas sur l'offre. Parce qu'on n'est pas concurrent, on ne fait pas la même chose. C'est intéressant de voir le modèle léger que vous avez créé, en fait, pour pouvoir ouvrir et aller vite. Parce que ça fait quoi, 4 ans? Donc c'est intéressant de voir. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi patrimoniale, immobilière derrière ou pas? Aujourd'hui, non. Pour l'instant, on ne sait pas encore faire ça dans l'idée. Non, c'est plus une stratégie de la crainte que tout s'arrête, je pense. C'est si on ouvre partout, que j'ai des directeurs partout, si j'en ai un qui me plante, j'en ai 18 autres. Si j'ai une ville qui se casse la gueule parce qu'il y a un maire qui veut tout arrêter, peu importe, il y a un problème, j'en ai 18 autres. Plutôt que d'investir dans une ville, à Bordeaux, il y a des centres de formation qui font 14 millions € de chiffre d'affaires. On a juste à ouvrir plus de formations dans une ville, on aurait pu rester à Bordeaux. Mais c'est la crainte de on a un directeur qui nous plante. Même la réputation, ça va trop vite. Là, ma question, c'était plus si tu as 19, enfin, moi je vois comme ça, mais tu as 19 centres de formation, tu pourras acheter 19 écoles, ou lieux en tout cas, et dire, toi en plus, tu as fait de l'immobilier, et donc tu as fait un maillage territorial qui est intéressant, parce que quoi qu'il arrive, tes loyers, tu te les rembourses à toi, quoi, finalement. Oui, mais pas aujourd'hui, parce que tant qu'on est en développement, là aujourd'hui, pour l'ouverture d'un centre, j'ai besoin de 150 mètres carrés entre les bureaux et les salles de cours, parce qu'on n'est pas en dessous de 50 mètres carrés dans une salle de cours, et sauf que quand j'ai 2 classes sur l'ouverture d'un centre de formation, ou 3, si ça se passe bien, j'ai besoin de 150 mètres carrés. Mais l'année d'après, je double. Donc, j'ai besoin de 300 mètres carrés. Et donc, il faut que tu arrives à avoir un plan pour dire chaque ville où est-ce que je veux l'emmener. C'est ça. Là, aujourd'hui, je pourrais acheter, je pense, à Bordeaux. Mais c'est hors de prix. Aujourd'hui, on est en plein centre à Bordeaux. En fait, ce qui est bien, c'est que
certes, on n'investit pas dans l'immobilier. Après, on a 24 ans. Donc, Non, mais vous avez le temps. Voilà. Voilà. Mais c'est juste de dire, moi, je vois tout de suite cette mais opportunité-là de dire, complètement. attends, demain, t'en as 19 ou Elle t'en y as est. 25 ou L'opportunité, elle 30. y est. C'est l'occasion d'acheter, quoi. L'opportunité alliée parce qu'en plus, nous, on a besoin d'espace et on a des gens dans l'espace. Et en plus. C'est pas juste pour de la confection. Non, j'ai des étudiants qui sont et qui occupent chaque mètre carré, en fait. Donc, bien sûr, elle y est, la dynamique. Maintenant, on verra. Ok. Alors, par rapport au modèle, donc on a parlé, donc c'est de l'alternance. Donc ça veut dire que la formation, elle est payée par qui? Par un OPCO, c'est ça? En fait, Complètement. vos clients, c'est les OPCO. Enfin, ceux qui payent, les payeurs, pardon. Ceux qui nous font le virement, c'est les OPCO. C'est les OPCO. Voilà. Ceux qui payent réellement, c'est plus les entreprises Ouais. sur la taxe d'apprentissage dès qu'ils versent un salaire. Ok. C'est eux qui mettent la main à la poche, c'est pas les Ouais. OPCO. Parce qu'un OPCO est déficitaire, il gagne pas d'argent. C'est public assimilé privé, privé assimilé public, où on va avoir une subvention de l'État, ils savent qu'ils sont en perte. Oui. Donc, c'est plus les OPCO qui nous financent. Donc, taxe d'apprentissage, État, il divise en deux, peut-être en trois avec 2 tiers pour le public et 1 tiers pour... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais derrière, il distribue sur les OPCO et en fonction du coup de l'IDCC de l'entreprise, on est attaché à différents pros. Il y en a 11 ou 12. Et en termes de politique prix, vous êtes positionné comment justement par rapport à la formation, par rapport à ce qui se fait sur le marché? Par rapport à ce qui se fait sur le marché, nous aujourd'hui, notre formation, c'est 7 300 €. Ok. 7 300 € aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, avec l'immobilier d'aujourd'hui, avec les formateurs T'es en d'aujourd'hui. train de nous dire que ça va augmenter. Ça ne peut que augmenter, Ouais. en fait. Parce que les financements, ils baissent de l'État. Oui, parce que ça a été un booster pour vous à un moment donné, là, toutes les aides à l'alternance. L'année où on s'est créé, nous, on est arrivé à l'Eldorado. Ouais, quand il y avait, Donc, c'était quoi? C'était 8 000 € Ouais, 8 000 d'aide? €. Ouais. L'alternant coûtait que dalle. Donc ça coûtait rien en fait à Année. l'entreprise. Zéro. Mais c'est pas zéro. Donc, Et pourquoi vous n'êtes pas mis à 8 000 € alors en prix? parce que ça ne les vaut pas aujourd'hui. 8 000 € par. En fait, nous, notre formation, moi, je pourrais la vendre 20 000 €. Parce que la réalité, c'est que un centre de formation va passer une fois par an parce que Calliope l'exige. Nous, on va passer tous les 2 à 3 mois en entreprise, pendant 1 heure. On va faire le point avec le tuteur. On va vraiment creuser réellement quelles sont les missions de l'alternant, comment on peut le faire évoluer. Donc, ma formation, je peux la vendre bien plus cher. Ça, c'est une réalité. Mais après, il y a un marché. J'ai des entreprises qui galèrent financièrement. Tu fais un podcast, tu le sais mieux que moi, je pense, au niveau des entrepreneurs et du marché qu'il y a aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi on s'est bloqué à 7 300 €. L'année où on s'est monté, c'est la moyenne des financements qu'on avait. Parce qu'il y a 8 000 € d'aide pour les entreprises, mais nous, on ne perçoit pas 8 000 €. Oui. Nous, en moyenne, on était à 7 400 même, je crois, la première année de financement. Et on s'est dit, avec Axel, quel est le juste prix pour que ça ne change rien à notre business model, c'est-à-dire ça ne change pas sur notre accompagnement, on peut recruter autant de gens qu'on veut faire de visites, etc. Et la qualité de ce qu'on propose, et le prix qui est attractif pour que les entreprises elles aient un minima de reste à charge à payer. Parce que du coup, vu que les financements baissent, même si notre formation coûte 7 300 €, la réalité, c'est que des fois, on ne touche pas 7 300 €. Oui. Parce qu'on a un point d'honneur qu'on vote chaque année, mais là, cette année, on l'a acté pour septembre. Notre point d'honneur, c'est qu'on ne dépasse pas le reste à charge de 550 € par entreprise, par an. Pourquoi 550? Parce que ça fait 37 € par mois. Ok. Voilà. Et pourquoi 37 par mois? Vous avez fait un calcul pour savoir parce ça? Parce que la moyenne des financements, on est à peu près à 6 700 la première année, plus 550, donc on est à 7 300. Mais la réalité, c'est que même si je suis je peux avoir un financement où je suis à 6 000. Mais j'ai pas impacté. Ma formation, elle ne change pas. Donc, on joue sur le volume, tant pis. Et on a une taille critique quand même à respecter. Mais voilà, le but, c'est d'impacter un minimum d'entreprise. Qui est de combien d'ailleurs? Parce que pour que ce soit rentable, il faut qu'une classe, il y ait combien d'étudiants dedans? Aujourd'hui, c'est impossible à te dire parce qu'on a un siège qui représente 1 million d'euros de charges, vu que on a 19 centres. Mais la réalité, c'est que pour ouvrir un centre de formation, il faut... parce qu'on l'a fait la première année. La première année, on n'avait pas de bureau, on n'avait que la salle de formation. Et après, on se mettait dans le coworking, dans l'open space. À peu près, on en a pour 25 000 € de formateurs. Et on en avait pour 30 000 € de salle, de location.
Donc, Ouais, ouais, donc on est dès que à, tu as ouais, on est 8-10 étudiants, à, t'es bien. ouais, 10, on est à zéro, mais on s'est Ouais, pas payé encore. oui. Et on n'a pas fait de visite, et on n'a pas fait de petit déjeuner, parce que tous les mois, on fait des petits déjeuners pour nos classes, pour Hmm. créer, pour faire des mini after-work entre eux, et commencer à leur apprendre à réseauter, ce Hmm. qu'on va leur dire de faire dans Eh 3, oui. 4, 5 ans dans leur entreprise. Ouais, donc tu reviens à une classe finalement de 15-20 Ouais, étudiants, c'est 15-20, l'idéal, 15-20, quoi. tu commences à mettre quelqu'un qui peut chapeauter le truc à 2000, Hmm. 2500 € par mois. Hmm. Voilà. C'est nul. Enfin, c'est pas du tout. La qualité, elle y est pas. Hmm. Une classe, si tu veux qu'elle tourne, c'est 24 étudiants. D'accord. Tu as du budget, tu as, vraiment un peu de gras pour faire. Pour si par exemple, tu as un étudiant qui perturbe la classe, ben, ça t'embête pas. Tu peux le sortir Hmm. de la classe et limite le virer du centre de formation. Et tu n'es pas dans un accompagnement où, bon, ben, c'est pas grave, les étudiants, on va rien dire. Dans tous les cas, c'est eux qui nous font gagner l'argent. Les Hmm. entreprises, si ça se passe mal, ou si on a un tuteur qui manage mal son alternant ou qui l'accompagne pas, ou en tout cas pas avec nos valeurs, et bien, à 24 étudiants, ça ne nous dérange pas en tout cas de dire Hmm. ciao, on ferme le contrat et c'est pas grave, on se met dans la difficulté pour accompagner l'étudiant à retrouver une entreprise. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Ok. Et le directeur, du coup, il a un objectif, lui, ou pas? Ouais. Donc il a un fixe plus variable en fonction Pour peut-être l'instant, que fixe. Que fixe, ouais. Aujourd'hui, la méritocratie n'existe pas chez nous, parce qu'on est en plein développement. Mais chaque année, en fait, on fait des évolutions de salaire. Donc, un directeur ou une directrice chez nous, pendant les 4 premières années, à septembre, octobre, novembre, en fonction de quand est-ce qu'elle a fini d'atteindre les objectifs, elle est augmentée. Donc, première année, elle va prendre à peu près plus 400 par mois au net. Deuxième année, elle va prendre plus 300. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2,4, 2,8. Ouais, c'est ça. 3000. Dans l'idée, c'est d'arriver à 3005 au bout de la quatrième année, en fonction des villes et du chiffre d'affaires généré. Et après, à ça, eh bien, il y a après voiture de fonction. Et après, c'est sur le placement des étudiants qui sont primés, mais surtout, est-ce que les étudiants restent toute l'année? Et est-ce qu'ils restent les 2 ans? Parce que placer, c'est facile. On le voit dans tous les autres centres de formation. Ils arrivent à placer, même bien mieux que nous. Ils sont meilleurs que nous parce que peut-être qu'ils en font plus, peut-être qu'ils mettent des meilleures primes, etc. Mais la réalité, c'est que les étudiants, au bout de 2 mois, ils abandonnent. Et sauf qu'on n'a pas créé le centre de formation pour placer les étudiants et qu'ils abandonnent. Et quand ils abandonnent, après, vous devez vous rendre les fonds? Comment ça se passe? En fait, c'est un financement sur l'année. On est payé 3 fois dans l'année. Ça a un peu changé les règles, mais dans l'idée, c'est 40-30-30 pourcentage. On va prendre sur 7 000 €. Voilà, donc 2,9, 2,9, 2,2, 2,2. Voilà. Septembre, mars et juin. Et en fonction de quand est-ce qu'il arrête, s'il abandonne la formation, ben, on a un petit delta où on est financé encore pendant 3 à 6 mois après sa rupture. S'il est assidu, s'il ne vient pas en cours, on n'est pas payé en fait. D'accord. Donc, voilà. Mais s'il est assidu, pour qu'il puisse retrouver une entreprise, on a quand même un petit delta où on peut vivre sur l'ancien financement. Mais après, au bout de 6 mois, Ouais, c'est fini. plus de financement. Ok. Bon. Bah, écoute, intéressant. Merci d'avoir présenté le modèle et de le découvrir de l'intérieur. 19 centres aujourd'hui, c'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est d'être les numéros 1 dans ce qu'on fait. Si demain, il n'y a plus aucun étudiant à accompagner, on arrêtera le système d'alternance. Il y a combien d'étudiants alternants en France chaque année? Waouh. Rien que sur un OPCO, on est à des millions et des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est à, je sais pas, on doit être à 500 000 alternants. Sur des branches typées commerciales, que ce soit du BTS IMO au BTS NDRC le plus généraliste. Donc, il y a énormément, il y a beaucoup de marchés. La formation, c'est ça en France, la formation, il y a beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de marchés, mais l'ambition, c'est vraiment aujourd'hui, on a 19 centres de formation, c'est accompagner au mieux les étudiants, faire monter le niveau de vie de nos salariés, mais réellement pour impacter encore plus leur envie de bien faire, parce que plus on paye bien les gens, plus ils sont contents d'être chez nous, plus ils ont la banane quand ils arrivent au boulot, plus ils ont envie d'accompagner les étudiants, plus envie de faire des efforts pour trouver la bonne alternance pour qu'ils tiennent 2 ans, donc pour être primés. En fait, c'est créer un système où quand on travaille chez
Axel et Hugo qui ont monté la boîte à 19 ans, c'est pas pareil qu'ailleurs, c'est différent. Et quand on vient dans un centre de formation qui a été créé par des alternants pour des alternants, mais pour de vrai, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est véridique, c'est pas juste un slogan où je me suis aperçu de ça, donc je le mets en place. Non, on l'a vécu. Donc, c'est différent de venir chez nous. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une réalité. Donc c'est pour ça, dire une ambition d'être les numéros 1 en France, c'est pas possible. Le groupe Alternance, ils sont devant, ils ont je sais pas combien de milliers de centres de formation, ils sont présents eux partout, dans peut-être 70 villes, un truc comme ça. Donc ils ont des milliers et des milliers d'alternants. Il y a du service, il y a des groupes qui sont monstrueux. Donc on n'est pas dans la même cour, mais on vend pas la même chose. Et toi, est-ce que toi, tu t'es fixé un objectif de, tiens, moi, je sais pas, idéalement, il me faut 50 centres ou il faut que j'atteigne tel chiffre d'affaires? Il y a, quand on a monté le centre de formation, on ne savait pas qu'on allait en avoir plusieurs. Quand on a ouvert, du coup, qu'on a commencé à développer dans plusieurs villes, on s'est dit, on monte à 35. Là, on est à 19 et on se rend compte de comment il est compliqué de évoluer avec vraiment le nombre de personnes, donc le nombre de salariés, parce que si on passe à 35, on va être facilement à 200 salariés, rien que dans la boîte, plus tous les indépendants, donc tous les formateurs. Là, aujourd'hui, on a 110 formateurs, 110 formateurs, 80 salariés. Ok, et les 80 salariés, ils sont quoi? Fonction support? Qu'est-ce qu'ils font en fait au quotidien? Alors, on va avoir tous les directeurs, donc 19. On va avoir les plus 1, donc un peu moins de 19. Il y a tous les alternants qu'on embauche chez nous et qu'on forme chez nous pour que ce soit du suivi ou du développement commercial. Il y a tout le pôle pédagogique, donc ingénierie péda, donc création de la formation, amélioration du BTS, et la gestion des formateurs, pédagogie, coordination péda. Il y a les contrats, il y a la com, il y a le social. Enfin, il y a toutes les fonctions en fait pour le fonctionnement de la boîte donc c'est pour ça, te dire qu'on va monter à 35, te dire que on va encore grossir, je pense que c'est plus dans les envies. Là, pendant 2 ans, on va pas grossir en nombre de centres. Par contre, en montant en nombre d'étudiants, là, on va passer de 800 à 1005. Après, on va passer de 1005 peut-être à 3000. Là, on a ouvert 2 autres formations parce qu'on faisait que du BTS MCO. Et on avait beaucoup d'étudiants qui voulaient venir chez nous, mais qui ne pouvaient pas parce qu'ils voulaient faire soit du GPME, soit du NDRC, les 2 autres formations phares. Mais du coup, on a ouvert ça cette année. Au lieu d'ouvrir 6 centres, on a ouvert 4 centres, les 4 villes qui nous manquaient dans l'idée, sauf Paris qui nous manque. Mais on a ouvert 2 autres formations. Donc là, on va capitaliser sur nos centres, capitaliser sur nos équipes, faire monter nos équipes en performance et aussi en niveau de vie, faire monter nos centres de formation, et c'est là où peut-être l'investissement immobilier, on verra, mais... Écoute, mais c'est peut-être là aussi où c'est intéressant pour toi, parce que ça veut dire qu'une fois que tu as déjà un directeur, le lieu, etc., rajouter une formation, ça coûte moins cher que d'ouvrir un centre où tu as un nouveau directeur, etc. Donc pour toi, là, il y a aussi plus de rentabilité et de profitabilité. Complètement. Un directeur, au début, c'est là où il nous coûte le plus cher la première année. Parce qu'en fait, je le rentabilise sur 40 étudiants. Mais quand j'en ai 110, mon directeur, je le triple pas, le chiffre d'affaires, le salaire. Donc, je mets des équipes autour. On paye des loyers plus chers. On a quand même entre 20 et 30 000 euros par an de formateurs par classe. Ça, on le rajoute, c'est obligatoire. Mais forcément, je rentabilise. Au début, on a 10% de marge et en formation, on peut arriver à entre 15 et 20, 25%. Mais il les faut. Il les faut pourquoi? Parce que là, ça fait 4 ans qu'on y est. 0 dividende, on s'est servi. On est esclave de notre boîte, clairement. Mais c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. Enfin, nous, c'est un projet qu'on a. On a 24 ans, pas d'enfants, pas de maison, rien. Donc, si demain ça s'arrête, on repart sur autre chose. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, dans l'idée, le but, c'est vraiment de créer une trésorerie suffisante pour passer de belles années, continuer à pouvoir évoluer et investir là où il le faut et prévoir les crises. Parce que, nous, un Covid, ça nous fait rien. Nous, on est contents s'il y a un Covid. Parce que tu n'as pas les salles, tu fais tout en visio. Je n'ai pas les salles. Les formateurs, je les fais en visio, donc je ne peux pas diviser leur salaire par 2, mais leur faire comprendre que s'ils ne se déplacent plus, c'est de la facture, c'est des pros, donc on peut baisser. Voilà. Là, ceux qui ont connu ça, qui ont connu les aides à 8 000 € et le Covid, ça fait de l'argent dans la formation. C'était pas la situation la plus sympa pour tout le monde, mais effectivement, c'était des configurations de marché à l'époque qui ont fait que... Complètement. Certains ont pu en profiter. Ok, donc ça c'est l'ambition. Comment tu comptes y arriver? Comment tu trouves les étudiants? Tu fais du digital, les directeurs ils font comment? Pareil pour les entreprises, ils vont frapper aux portes, ils font du démarchage.
J'imagine que tes directeurs, ils sont un peu commerciaux aussi, parce que tu formes au commercial, donc tu dois leur demander d'aller chasser les étudiants, les entreprises. Comment ça se passe, ça? C'est un mélange de deux choses. La détermination à avoir sur le terrain, parce que plus on est... En fait, pour expliquer simplement, on est plus petit que les autres. Et donc, on est moins visible que les autres. Là, maintenant, on a 4000 abonnés sur notre compte Insta, parce qu'on a fait des jeux concours, parce qu'on a demandé à s'abonner, parce qu'on a fait énormément de salons maintenant, vu qu'on est dans 19 villes. Donc, ça a monté. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas la notoriété de l'INSEC, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? On va sur le terrain. Et nous, notre force, c'est qu'on est proche des entreprises. Notre force, c'est qu'on est proche des étudiants. Donc, la réalité, c'est que pour chasser, on documente, en fait, via les réseaux, via notre site. Mais c'est pas là où, si on regarde les stats de notre site internet, on n'a pas d'activité. Mais tu prends des directeurs du coup locaux quand j'ai un réseau local, peut-être? Je prends j'aime bien prendre des directeurs ou des directrices qui n'ont pas forcément de réseau proprement dit, ou moi je fais bosser le réseau. Quand ils nous disent ça, souvent on les prend pas, parce que nous on veut des gens qui en fait, il y a une première rue, ils vont faire la rue entière. Et pas, je vais m'appuyer sur mon réseau, et si mon réseau me répond pas, je vais faire non. D'abord on fait du développement commercial et on va voir des gens qu'on connaît pas, et si jamais on complétera avec le réseau. Mais c'est surtout des personnes qui connaissent la ville, qui savent où c'est qu'il y a des magasins, qui savent, par exemple, moi j'arrive à Paris, où c'est que je vais faire du commerce, bon, je vais aller Champs-Élysées, je vais vite comprendre que peut-être qu'ils ne recrutent pas là. Et après, peut-être qu'un Parisien, il va aller dans un centre commercial à Évry, un centre commercial à Créteil, il va aller beaucoup plus vite que moi. Donc en fait, c'est jouer sur plus cette force-là que cette force de réseau. Tu parles beaucoup de boutiques et de magasins, c'est-à-dire que les entreprises qui recrutent vos alternants, c'est plutôt des entreprises de retail? Je pense que c'est 3 ans de défaut à avoir fait que du BTS-MCO. Parce que sur du GPME ou du NDRC, un GPME il peut complètement bosser avec moi en tant que patron, parce qu'on est sur de la gestion de la petite et moyenne entreprise. Un NDRC, il peut bosser sur de la concession auto, sur de l'agent IMO, même si c'est un secteur qui va un peu mal en ce moment, sur de l'assurance. Mais comme ça fait 3 ans qu'on a fait que du BTS, moi j'ai un BTS-MCO, on a fait que du BTS-MCO pendant 3 ans, là c'est la première année qu'on ouvre les formations, je te parle de boutique, je te parle de manager, je te parle de textile, parce que ça m'interpellait, je veux dire. Non, c'est plus un défaut, mais oui, la réalité c'est que là aujourd'hui notre marché le plus gros il est sur le BTS-MCO. Là c'est là où on a le plus d'étudiants aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. D'accord, oui, mais c'est aussi historique du coup pour vous. C'est ça, c'est plus historique. Ok, t'as 24 ans, ça fait déjà 5 ans que tu entreprends. Est-ce que la jeunesse a été une force ou une faiblesse pour toi? Moi, je pense que c'est une force, parce qu'en fait, on s'en fout de tout. Les premières entreprises qu'on a été voir avec Axel, ils voulaient nous recruter en alternance. Pourtant, on se dit, en fait, entreprendre, ça te remet en place rapidement sur ton ego. Enfin, nous, en tout cas, ça nous l'a fait. Parce que tu arrives en tant que patron, j'ai monté ma boîte, j'ai un cabis, donc tu as tes amis et tes proches, c'est bien, à 19 ans, tu as ta boîte, tu arrives face à une entreprise, oui, posez-moi un CV. Et là, tu as 2 options. Soit tu te braques, tu dis non, c'est pas pour moi. Soit tu dis oui, pas de souci, quand est-ce qu'on peut faire un entretien? Et tu te démerdes pour avoir son numéro ou son mail pour faire passer un autre étudiant, un étudiant que tu as recruté. Et donc, tu te sers qu'elle te prenne pour un alternant, que tu te débrouilles un peu bien. Oui, pour choper le rendez-vous. Et toi, tu peux y aller pour placer et dire tiens, j'ai des étudiants à placer. Donc, moi, je pense que c'est une force, mais ça a été une faiblesse. C'est sûr qu'on a perdu des contrats parce qu'on avait 19 ans. On est parti voir des entreprises, formation, on ne savait pas ce que c'était. Jusqu'à 2 mois avant l'ouverture, on ne savait pas si on était payé. Là, dans l'idée, avec les financements d'avant, on était payé 7 400 € l'année ou les 2 ans, jusqu'à 3 mois avant d'ouvrir. On ne savait pas si on avait touché 14 000 pendant la durée de la formation, donc 2 ans, ou 7 pour 2 ans. C'est pas le même chiffre d'affaires. Voilà. Oui, 3 500 par an. Voilà. Donc, honnêtement, c'est une force. Il faut être insouciant. Et puis, on l'est encore aujourd'hui. On n'est pas plus intelligent, on a plus d'expérience qu'avant. On se fait moins avoir, c'est plus facile. Mais quand on ouvre, là aujourd'hui, la gestion comment gérer 19 centres, je suis à la même échelle, autant expérimenté que pour ouvrir une boîte. Il y a 4 ans. 19 centres de formation, 80 collaborateurs. T'as jamais fait ça, c'est non. fois. Et donc, en fait, comme on le fait avec insouciance et avec... déjà, nous, on est très francs, on vient du Sud-Ouest, donc chez nous, la parole vaut l'homme. Comme je dis à tous mes directeurs, moi, je n'ai pas besoin de contrat pour travailler avec vous. Si je vous serre la main, on avance. Bon, après, les avocats qui vont peut-être gueuler, mais dans l'idée, nous, on marche vraiment à la parole et
ouais, à la bonne entente. S'il y a une problématique, eh ben, on vient nous voir, on communique. Ben, donc, du coup, j'ai pas besoin de réellement d'expérience parce que c'est un être humain, en fait, que j'ai en face de moi. Après, est-ce que ça va nous desservir ou pas? On verra plus tard, hein, mais Et c'est quelles limites tu as rencontrées? Peut-être déjà, où tu te dis: «Tiens, ça là-dessus, il faut que je progresse» ou toutes. je sais pas faire»? Bah, j'ai un BTS MCO, j'ai jamais trop aimé l'école, donc déjà, dès qu'il y a des discussions ou des systèmes qu'il faut mettre en place sur l'acquisition client ou des outils qu'il faut développer, ben là, ben, tu travailles. Tu creuses, tu creuses, tu creuses l'IA, ChatGPT. Donc là, on a des agents IA qui sont 10 fois plus intelligents que nous et donc on s'aide de ça. On s'aide de ça, on prend de tout le monde. Là, on a mis un système en place avec tous nos directeurs. On était beaucoup dans le descendant. On a fait cette erreur-là, je pense, avec Axel. C'est qu'on donnait l'information et on voulait faire gagner trop de temps au directeur. C'est-à-dire qu'un directeur, on voulait euh, lui mettre du clé en main et tout lui donner. Sauf qu'en fait, il voulait peut-être un peu faire. Donc là, on a un peu le retour de bâton cette année avec je suis directeur, j'ai envie de créer quelque chose. Et donc, du coup, on a changé le fonctionnement. Et maintenant, en fait, tout simplement, on les met à réflexion avec nous. Au lieu de réfléchir à deux avec Axel, eh bien, on va prendre 3 directeurs, on prend un sujet, on va le travailler. Et donc, on est des personnes qui ont fait des études, des masters, qui sont plus âgés, qui ont différentes expériences, plus nous, ce qu'on veut et la vision de la boîte, qu'on garde. Et derrière, ça peut faire que des bonnes choses. Ouais, parce que dans tes 80 collaborateurs, ils sont tous plus vieux que toi? À tous. Sauf les alternants qui bossent pour nous. Mais ils sont tous, oui, quasiment tous. On est entre, la moyenne d'âge, on doit être à 30-33 ans. OK. Et donc, ça doit être sympa les situations un peu cocasses. T'es le plus jeune qui recrute justement le profil qui a déjà 10 ans d'expérience. Et est-ce qu'il y en a qui t'ont challengé un peu, qui t'ont dit bah, Je OK, pense mais que qu'est-ce les que gens tu me nous proposes testent. comme projet? Ouais, je pense que les gens nous testent, mais en fait, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment, nous, on défend une cause. Hein. À toutes les réunions, on leur dit. On défend vraiment la cause de l'alternance. C'est comment mieux l'accompagner, les difficultés qu'il a, le suivi, tout ce qui n'existe pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut créer. Et ça depuis le début. C'est pour ça qu'on est encore vivant, je pense, aujourd'hui. Pas parce qu'on est meilleur, mais juste parce qu'on a une cause qu'on défend. Donc, en fait, la personne, soit elle adhère pas. Et je pense que ça masque un peu ce fait qu'on ait 10, peut-être même 15 ans de moins dans le métier. Donc, ouais, je pense que ça équilibre. Ok. Bon, bah écoute, impeccable. On va suivre la suite pour toi, Hugo, et puis pour ton centre de formation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager justement à celles et ceux qui voudraient se lancer indépendamment de leur âge? Alors peut-être oui, dès la sortie d'études, mais ce serait quoi le message que tu aurais envie de donner? Se lancer dans l'entrepreneuriat, faire attention à ce qu'on voit. Je pense qu'un podcast comme ça, c'est intéressant à regarder parce que il n'y a pas de vente. On n'est que sur de la prise d'infos et de la prise de maturité. Donc, après avoir tourné et avoir échangé, avoir regardé aussi un petit peu le podcast, déjà regarder ce podcast-là, je pense que c'est hyper intéressant. Et derrière, faire attention avec les réseaux. Parce que même nous, des fois, on commence à s'emballer un peu parce qu'on voit sur les réseaux les mecs qui montrent beaucoup. Aujourd'hui, nous, on fait 4 millions de chiffre d'affaires. On a 80 salariés et on ne vit pas comme des riches. Et on est tous les jours au boulot. Donc, c'est long. En fait, le chemin, il est long. Même si c'est inaudible. Ce que je vais dire là, pour quelqu'un de 19 ans, c'est inaudible. Enfin, moi, j'écoutais pas. Donc, mais quelqu'un qui est un peu plus mature et qui a envie d'écouter 2-3 conseils, le chemin, il est long. Il est très long. On ne sait pas si on va y arriver encore. Mais il faut profiter, en fait, juste de chaque étape. Tout le temps. Dernière question, et après je te laisse. On a parlé tout à l'heure d'investisseurs. Vous avez réussi à embarquer aussi avec vous un ou des investisseurs. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez cherché avec un investisseur? Honnêtement, c'est le projet, je pense. C'est le projet, c'est la façon dont on en parle. C'est parce que quand on a 20 ans, on n'a pas le meilleur bilan à montrer ou projection. Et tu cherchais un investisseur de manière... En fait, quand on a... pour t'expliquer un peu comment ça s'est passé ou déroulé, on a une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « Oui, j'ai envie de franchiser votre modèle au niveau de l'accompagnement, du suivi. » C'est une personne qu'on avait sûrement démarché ou qui a entendu parler de nous. Et donc là, on s'est dit pourquoi pas. Donc, on a commencé à chercher les avocats spécialisés dans la franchise, etc.
On a commencé à travailler le dossier, à créer ce fameux dossier là de franchisé qu'on donne aux futurs Le franchisés. DIP. Voilà, ça. Et on s'est dit, mais ça vaut combien d'ouvrir un centre de formation? Et en fait, en faisant tous les chiffres pour cette personne-là, on s'est dit, mais pourquoi on ne l'ouvre pas pour nous? Et là, on a commencé à regarder, on a commencé à voir un peu avec les gens autour de nous qui ont de l'argent, qui ont des grosses entreprises. Et on a commencé à, pas pitcher un peu le projet, mais à dire, pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Et après, c'est au cœur. Quand on parle du projet et la personne a parce que tu disais tout à l'heure, à la base, on voulait ouvrir notre premier centre de formation et c'était tout. Et donc, c'est finalement cette réflexion-là qui vous a fait ouvrir. Complètement. En fait, c'est ça. Mais ça revient à ce que tu disais juste avant le podcast, des rencontres. Mais c'est vraiment que ça. Là, on est sur un projet, sur une application vraiment d'entraide qui va sortir bientôt et qu'on va mêler à FASUP. C'est que des rencontres. C'est un mec qu'on a rencontré à l'aéroport. Qui vient de Brest. Enfin, comme quoi, discuter, rencontrer, voilà, c'est la clé pour élargir son réseau, surtout quand on commence et qu'on n'en a pas. Écoute, on finira là-dessus. Merci à toi Hugo, super intéressant. On va suivre donc le développement de FASUP. Et puis pour vous qui nous regardez ou écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, allez-y, faites-le dès maintenant. Vous recevrez les derniers conseils d'entrepreneurs et les derniers partages d'expériences comme celui d'Hugo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.